OK. Euh, on va passer à la présentation d'Axel Charniavski. Donc, docteur en philosophie de l'Université Paris 1 et de l'Université de Buenos Aires. Vous êtes chercheur au Conseil national de la recherche scientifique et technique en Argentine et professeur de philosophie contemporaine et de métaphysique à la faculté de philosophie de l'Université de Buenos Aires. Vous avez écrit Exprimer l'esprit, temps et langage chez Bergson, qui est paru à l'Harmattan en 2009. Concept et méthode de la conception de la philosophie de Gilles Deleuze aux publications de la Sorbonne en 2012. Et plus récemment, un ouvrage sur Spinoza aux éditions Galerna en 2017. Aujourd'hui, vous allez nous parler de chronobiologie et vous disposez donc de 20 à 25 minutes. Merci Mathilde, merci aussi Déborah et Katharina pour l'invitation et à toute l'équipe pour l'organisation de ce fabuleux séminaire vraiment global. C'est ça, je voudrais vous parler du rapport de la chronobiologie à la durée et plus particulièrement du concept du temps d'une certaine façon présupposé par la chronobiologie, d'où cette question, comment est-ce que les jugements de la chronobiologie sont possibles du point de vue du temps. Et je voudrais commencer alors par une remarque toute bête que peut-être tout lecteur de l'œuvre de Bergson a fait, remarque sur la difficulté à définir ou à décrire la durée. Effectivement, c'est un concept que si on cherche à définir à partir des caractères particuliers, il est assez mouvant, assez difficile à définir. Or, malgré cette difficulté, malgré toute la diversification dans l'approche de Bergson pour la définir, je crois que nous pouvons isoler trois notes, trois caractères. Ce sont celles que Frédéric Born a proposées dans le vocabulaire de Bergson, paru dans la série Ellipse. La succession, tout d'abord, c'est-à-dire l'organisation selon l'avant et l'après, l'aspect le plus traditionnel du temps. Puis la continuité ou la simplicité, c'est-à-dire le caractère indivisible de la durée et son hétérogénéité, en troisième lieu, qui fait de là un processus de changement, de transformation, de création de nouveautés. Et c'est peut-être déjà beaucoup, étant donné la résistance que l'alliance entre la continuité et l'hétérogénéité, cette alliance paradoxale, comme on l'a appelée, inspire dans nos habitudes de pensée. C'est peut-être déjà beaucoup, donc cependant, ce n'est pas tout, puisqu'il existe un autre caractère de la durée, peut-être encore plus difficile à saisir, mais non moins essentiel que les précédents. C'est ce qu'on pourrait appeler, à partir, grâce à l'image que Bergson même nous offre, l'élasticité de la durée, une certaine élasticité de la durée que Gilles Deleuze avait déjà remarqué dans le 4e chapitre de son Bergsonisme sur le rythme de la durée, et que d'une certaine façon, Camille Riquier promet un clé de lecture de l'œuvre entière de Bergson. En quoi consiste, excusez-moi pour cette notification, en quoi consiste cette élasticité? Vous me pardonnerez à ce moment un peu pédagogique, mais il me semble qu'il est toujours bon de fixer un peu, d'expliciter la propre lecture, de fixer un peu la toile, surtout quand une philosophie, quand une œuvre est si mouvante, si polysémique, si instable d'une certaine façon comme l'œuvre bergsonienne. En quoi consiste donc cette élasticité? À quoi je pense quand je parle d'élasticité? Je pense à ce moment où Bergson fait l'effort pour mettre la durée sous nos yeux. Alors, nous voyons qu'il présente toujours les phénomènes qu'il prend comme exemple en fonction de deux temps ou de deux séries de temps. Soit par exemple la simple perception d'un objet extérieur. L'objet a beau rester le même, nous dit Bergson, je beau le regarder du même côté, sous le même angle, au même jour, la vision que j'ai n'en diffère pas moins de celle que je viens d'avoir, quand ce ne serait que parce qu'elle a vieilli d'un instant. Certainement, vous vous souvenez de la citation. Mais dans ce cas, par exemple, les deux temps ou séries de temps correspondent à l'objet extérieur, qui ne change pas, qui demeure le même dans un temps homogène, un temps qui de la durée ne retient
que la succession, et deuxièmement, le temps de la perception de l'objet, ce temps où l'objet vieillit à chaque instant. Prenons un deuxième exemple, l'exemple d'une perception censée se répéter, comme celui que Bergson donne d'une ville où l'on a déménagé. Tous les jours, j'aperçois les mêmes maisons, écrit Bergson. Pourtant, si je me reporte au bout d'un assez long temps à l'impression que j'éprouvais pendant les premières années, je m'étonne du changement singulier qui s'est accompli en elles. Les deux séries de temps, dans ce cas, correspondent au temps de ma perception, qui offre une impression qui semble toujours la même, et au temps de ma mémoire, qui me permet de saisir les différences entre les vieilles perceptions et les perceptions actuelles. Qu'est-ce que l'attente ensuite, sinon la sensation que le temps du monde extérieur a pris un retard par rapport au temps de mon désir et ma volonté? Qu'est-ce que le retard, sinon la sensation que le temps extérieur, le temps de l'horloge a pris le devant par rapport au temps de ma perception et de mon action? En effet, les séries de références peuvent varier et dans l'évolution créatrice, vous vous souvenez de ça, Bergson va jusqu'à considérer les différentes lignes évolutives, surtout Mathilde, je crois que tu vas te souvenir de ça, comme les divers rythmes d'un seul temps, comme chaque espèce s'identifiant à un certain retard par rapport à l'élan vital, à la vie en général. Dans tous les cas, les phénomènes qui nous permettent d'examiner la durée, le temps, manifestent une différence, un décalage ou un contraste entre deux séries qui évoluent à des rythmes différents, à deux vitesses différentes. En fait, si ce décalage n'existe pas, nous ne ferions aucune expérience du temps, comme le montre cette fiction imaginée par Bergson, où tous les mouvements de l'univers s'accélèrent selon une même proportion. Le jonchement, écrit Bergson, n'existerait que pour cette conscience capable de comparer l'écoulement des choses à celui de la vie intérieure, autrement dit, pour une conscience qui ne s'accélérerait pas suivant la même proportion. L'expérience du temps surgit donc d'un décalage, d'un écart entre les différents rythmes du temps, et ce décalage, cet écart, peut à son tour varier. Il s'étend quand le retard se transforme en urgence, quand le temps que je dois parcourir pour arriver à l'heure semble s'élargir. Il s'étend davantage dans le rêve, par exemple, vous vous souvenez des analyses de Bergson sur le rêve, il s'étend davantage dans le rêve, donc lorsque le temps de la mémoire et le temps de l'imagination presque se libèrent du temps de la perception et de l'action. Et c'est plutôt cette variation et non tout simplement la différence de rythme qui, d'un point de vue théorique, au moins, pourrait rester exactement la même, rester toujours stable, ce qui constitue l'élasticité de la durée. Dans un certain sens, cette élasticité n'est rien d'autre que le temps lui-même. Quand Bergson venait de découvrir la durée ou quand il devait aller vite pour faire comprendre le plus important, le plus original du concept, il insistait sur la différence entre la matière, entre l'espace et le temps. Continuité, hétérogénéité, succession d'un côté, divisibilité, homogénéité et simultanéité de l'autre. C'est l'ABC, disons. Mais au fur et à mesure qu'il poussa plus loin la recherche sur le rapport de l'une à l'autre et qu'il s'est trouvé devant la nécessité d'expliquer comment deux dimensions qui diffèrent par nature pouvaient appartenir à une même réalité, à un même univers, la théorie de rythme, comme vous le saviez bien, fut née ou fut explicitée selon ce qu'on croit à une rupture dans l'œuvre de Bergson ou à une continuité de l'œuvre de Bergson. Mais je veux dire, la théorie de rythme est apparue. L'espace, la spatialité parfaite est devenue donc la durée dans son état de plus grande dilatation et la durée au sens strict, la durée pure, est devenue le plus grand degré de contraction de la durée en sens général. En d'autres termes, l'espace est devenu un certain rythme du temps, le plus long parmi tous les rythmes, le cas limite où la vitesse du temps devient égale à zéro, celui où le présent, le passé et le futur sont simultanés, temps immobile, temps sans temps. Et à l'autre extrême, la durée pure devient le degré le plus contracté du temps, pourvu que ce degré ne soit pas pensé comme un nombre, mais comme un absolu, non pas un temps qui passe très vite, mais temps à vitesse infinie, cette éternité de vie dont nous parle Bergson, c'est-à-dire pure et constante transformation. Le temps concret, pour revenir à l'argument, le temps concret, le temps dont nous ferions l'expérience en conditionnel, parce que nous ne faisons pas l'expérience directe du temps en soi-même, mais toujours d'expérience temporelle, le temps concret ne serait rien d'autre que la différence entre ces deux extrémités pures, la différence entre la durée pure
et l'espace pur, où que l'on rapporte la dilatation et la contraction. Et voilà pourquoi Bergson dit que le temps est retardement. Et c'est aussi pourquoi, finalement, Bergson compare le temps à un élastique. Le temps serait comme un fil tendu entre la durée et l'espace pur. Et le rythme ou la vitesse d'un temps particulier varie selon que ses extrémités ou les séries de temps qui composent ce temps s'éloignent ou se rapprochent, de même que l'intensité de la sensation du retard augmente ou diminue quand le rythme qu'il explique, celui de l'action et celui de la perception, s'éloignent ou se rapprochent. La vitesse du temps n'exprime donc autre chose que le décret de tension de l'élastique. Ce décret dépend de la distance entre ses extrémités. À mon avis, nous ne saurions pas trop insister sur l'importance de la théorie de Riemann sur la continuité entre le temps et l'espace, tant d'un point de vue exégétique comme du point de vue des applications, des conséquences de la théorie. Pourquoi? Parce que sans elle, sans cette théorie d'Arine, sans la continuité entre l'espace et le temps, nous serions toujours tentés de considérer la distinction entre le temps et l'espace comme une distinction qui concerne les objets ou des classes des phénomènes, tels la conscience et le monde extérieur, par exemple, et non la perspective de l'examen, alors que déjà dans l'essai, bien avant que la théorie de Riemann fût explicitée, la conscience et même ses représentations, je veux dire les sensations, les idées, les sentiments, revêtent un aspect temporel et un aspect spatial, comme on peut le voir tout au long de la théorie de deux mois. Il y a un aspect plus superficiel, plus profond, même dans les sensations, même dans les idées, c'est-à-dire même dans les phénomènes intérieurs. Et sans cette continuité, sans la théorie d'Arib, la métaphysique telle que Bergson la concevait, me semble-t-il, ne s'appliquerait qu'aux phénomènes intérieurs et la matière, l'espace et les faits extérieurs ne sauraient devenir ces objets. Or, pour que l'espace puisse devenir un objet de la métaphysique, il doit pouvoir être pensé sub speculationis, c'est-à-dire devenir lui-même un rythme de la durée. Et pour que l'espace puisse devenir un rythme de la durée doit pouvoir se détendre grâce à son élasticité. Voilà donc, dans un premier moment, de l'argument pour ce qui est de l'élasticité de la durée. Une vingtaine d'années après que la production de Bergson s'achevait, la forme empirique de cette élasticité commençait à devenir un objet d'une discipline naissante, d'une nouvelle branche de la biologie. En fait, il ne faudrait pas dire empirique dans le cadre d'un empirisme élargi, d'un empirisme qui s'élargit jusqu'à concerner les phénomènes spirituels, disons plutôt la forme matérielle de cette élasticité, même si très majoritairement, elle ne concerne cette branche de la biologie que la matière organique. Cette nouvelle branche de la biologie dont je parle, c'est la chronobiologie. En particulier, elle se consacre à l'étude des horloges biologiques, de ce qu'elle appelle les horloges biologiques, c'est-à-dire à l'étude de la capacité des organismes pour ajuster leurs variables physiologiques et comportementales à l'environnement. On peut penser à la floraison de certaines plantes, aux migrations de certains oiseaux. C'est justement cette synchronisation de ce qu'on appelle des Zeitgebers, littéralement en allemand les donneurs de temps, tels que la température ambiante ou la lumière, par exemple, même si on sait aujourd'hui que les organismes disposent de mécanismes endogènes pour régler leurs paramètres. Chez l'être humain, par exemple, c'est surtout le noyau suprachiasmatique, le NSC, qui est responsable des cycles du sommeil et de la veille, de la température corporelle centrale, de l'humeur et des fonctions psychomotrices. Et voilà pourquoi on dit qu'elle a le rôle d'une maître horloge, quoiqu'elle n'est pas la seule. Comment décrire une horloge? Une horloge biologique présente une période ou une fréquence, c'est-à-dire un intervalle de temps selon lequel un phénomène se répète. Il peut le faire chaque jour, chaque année ou chaque fois par jour, par exemple. Une amplitude, c'est-à-dire la variation entre un minimum et un maximum d'une valeur donnée, telle la température corporelle, par exemple. Et une phase ou une acrophase, le moment où le phénomène concerné a lieu, à 7 heures du matin ou à 7 heures du soir, par exemple, pour le maximum de la température, par exemple. Les horloges les plus étudiées sont les horloges circadiennes humaines, certainement à cause du profit qu'on peut tirer d'elles. En effet,
la chronobiologie admet plusieurs applications, parmi lesquelles la chronopathologie, par exemple, l'étude des altérations de la structure temporelle des organismes, lors du travail posté ou d'un vol transméridien, par exemple. Ou la chronopharmacologie, deuxième application, l'étude des effets des médicaments sur cette structure temporelle des organismes. Pour en mesurer l'utilité de la chronobiologie, on peut songer seulement à la différence entre administrer un médicament à n'importe quelle heure et entre l'administrer au moment où l'organe ciblé est plus sensible. Or, la question que j'anticipais et que maintenant, finalement, après tout ce rappel, je voudrais soumettre à votre attention, c'est déjà dans le titre, sous quelles conditions la chronobiologie est possible? Sous quelles conditions la science qui étude le comportement des horloges biologiques est possible, bien sûr, surtout du point de vue du temps. Je pose cette question ainsi de la même façon que Kant demandait comment sont possibles la physique, la mathématique et la métaphysique, parce que de la même manière que ces questions le conduisaient à montrer comment un certain concept du temps permet certaines connaissances et donc admettre le caractère a priori du temps, c'est-à-dire le caractère universel et nécessaire d'un certain concept du temps. Peut-être cette nouvelle question, comment les jugements de la chronobiologie sont possibles, pourrait nous conduire à remarquer comment la chronobiologie suppose certaines notes de la durée, l'élasticité en particulier, et donc à admettre ces notes en fonction de la science la plus actuelle dans notre conception du temps. Et de ce point de vue, il me semble que tout d'abord, il faut dire que si des phénomènes comme la synchronie et l'asynchronie sont possibles entre l'organisme et son entourage, ce n'est que si l'on admet une pluralité de temps ou un temps complexe qui accueille dans son sein plusieurs séries temporelles, plusieurs rythmes du temps. Je veux dire, pour que la synchronie ou l'asynchronie ait lieu, au moins deux temps ou deux rythmes du temps doivent pouvoir coïncider ou se décaler, la synchronie n'étant rien d'autre que la coïncidence, la superposition de deux séries de temps, tels que le cycle du soleil et de la veille, du soleil et de la lune et le cycle de la veille et du sommeil, et la synchronie n'étant rien d'autre que le décalage, l'écart entre ces deux séries. Même une notion comme la notion de libre cours, c'est-à-dire cette notion d'une horloge indépendante, doit admettre plusieurs séries de temps. Le piège, c'est que le chronobiologiste considère toujours la frontière entre l'intérieur et l'extérieur comme la peau, mais pour le métaphysicien qui s'intéresse à la structure du temps, c'est relativement indifférent où on trace la frontière. Si on considère le cycle de la Lune et du Soleil, ou on considère la sécrétion de mélatonine, qui est un phénomène intérieur en rapport avec le cycle du sommeil et de la veille. Ce phénomène de la synchronie ou de la synchronie va toujours présupposer deux séries temporelles ou deux temps comme référence. Ces deux rythmes différents, deuxièmement, doivent cependant faire partir d'un même temps, deuxième condition pour les phénomènes de la synchronie ou de la asynchronie. Autrement dit, si on ne présupposerait pas cette continuité entre les séries de temps, peut-être ces phénomènes ne conduiraient pas nécessairement jusqu'à la fiction de deux univers parallèles, mais concerneraient des séries de phénomènes indépendantes sans le rapport que les notions de synchronie et d'asynchronie exigent. Le temps complexe doit donc aussi être continu, sauf que maintenant le terme, la continuité ne concerne pas les dimensions du temps, le présent, le passé, le futur, mais les différents rythmes qui composent un temps. Deux phénomènes sont synchrones ou asynchrones quand chacun suivant son rythme participe d'un même temps. Troisièmement, il faut admettre l'élasticité que nous venons de décrire, c'est-à-dire la propriété grâce à laquelle les différents rythmes du temps peuvent s'éloigner ou se rapprocher. La synchronie et l'asynchronie, qui sont des états, peuvent bien se passer d'elles, mais non la synchronisation et la désynchronisation, qui sont des processus. Le mouvement par lequel deux rythmes se décalent ou se superposent exige un jeu, une plasticité, une flexibilité à l'intérieur du temps capable d'écarter ou de rassembler ces rythmes. Cette élasticité, ensuite, n'est pas infinie, elle présente des limites fixées par ce que j'appellerais un certain spectre.
Ce spectre ne doit pas être confondu avec l'amplitude d'une horloge biologique. L'amplitude correspond à la variable chronométrée et non au chronomètre. Elle détermine les limites dans lesquelles, par exemple, la température varie, l'amplitude, mais le spectre, en revanche, décrit les limites de la désynchronisation. En effet, les différents rythmes présentent des spectres différents. Certaines oscillations se mesurent en heures, ce sont les rythmes circadiens, d'autres en fractions de secondes, ce sont les rythmes ultradiens, et d'autres encore en plusieurs jours, c'est ce qu'on appelle les rythmes infradiens. Au-delà de ce seuil, un rythme biologique reste indifférent aux variations de l'extérieur. Et indépendamment du spectre, l'élasticité présente aussi une vitesse qui n'est pas la même selon les cas. La vitesse concerne le temps qu'une horloge met à se désynchroniser ou à se resynchroniser. Et en effet, elle est différente selon la variable considérée. Chez l'être humain, par exemple, le cycle de l'activité et du repos s'ajuste plus vite en 24 ou 48 heures que celui de la température qui met de 5 à 8 jours à s'ajuster. Et finalement, l'élasticité comprend une orientation, même si cela dépend d'un point de vue plus pragmatique que logique. En effet, d'un point de vue logique, il est relativement indifférent de parler de retard ou d'avance. Dans l'attente, nous pouvons dire que le temps de l'action retarde par rapport à l'action de mon désir, ou que le temps de mon désir est en avant par rapport au temps de l'action. D'un point de vue logique, je veux dire, c'est relativement indifférent. Cependant, il est bien différent d'attendre ou d'être en retard. C'est pourquoi Bergson, dans le Gifford Lectures de 1914, distinguait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, distinguait les troubles de la mémoire et les troubles de la volonté. Les premières correspondaient au cas d'amnésie et consistaient dans une altération de la mémoire, c'est-à-dire de notre rapport au passé. Le deuxième correspondait à ce que Pierre Janet appelait les psychasthénies et consistait dans une altération de la volonté, c'est-à-dire de notre rapport au futur. Si dans les deux cas, la tension qui décrit notre personnalité se voit altérée, ce n'est pas donc dans le même sens, dans la même direction. Le phénomène contemporain qui manifeste le plus clairement ces différences aux yeux des chronobiologistes, c'est le jet lag lors des vols transméridiens. Selon que l'on voyage dans une direction ou dans l'autre, sous les mêmes conditions, la désynchronisation pourra présenter le même spectre, mais on se resynchronise plus vite et avec moins de difficultés quand nous voyageons à l'est que quand nous voyageons à l'ouest. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience. Ça s'explique par un rapport entre le libre cours de notre propre horloge qui tend à 25 heures et la direction du décalage, mais je passe très vite sur ce point. En d'autres termes, nous tolérons plus facilement le retard que l'avance, raison pour laquelle les distinctions pragmatiques font autant de sens que les distinctions logiques. Mais pour résumer, il semblerait que le phénomène de synchronisation et de désynchronisation présuppose donc un temps complexe, continu, élastique et orienté. Aussi, maintenant, nous revenons sur le phénomène du jet lag. Il semblerait aussi que ces conditions ne concernent pas seulement au temps, mais aussi à l'espace. En effet, lors des vols transméridiens, la différence de l'orientation du décalage horaire dépend de la direction dans laquelle nous voyageons. Et des décalages équivalents des rythmes biologiques ont aussi été observés dans des expériences de plongée profonde, c'est-à-dire une plongée de plus de 600 mètres au-dessous du niveau de la mer. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que l'Est et l'Ouest, le fond et la superficie ne sont pas interchangeables. Et que l'espace qui fonctionne comme le toile de fond de ces observations n'est pas seulement un espace composé et élastique, où les différentes places qui composent un espace doivent pouvoir s'éloigner ou se rapprocher pour donner lieu à l'expérience du proche et à l'expérience du lointain, mais aussi un espace orienté où la droite et la gauche, le haut et le bas, ne sont pas équivalents. Il nous faut donc déduire que la chronobiologie ne s'appuie donc pas sur l'espace homogène que Bergson oppose à la durée, mais sur un espace qualitatif qu'il faut concevoir comme un rythme de la durée en sens général, et donc que la chronobiologie présuppose non seulement une élasticité restreinte au temps, l'élasticité de la durée au sens strict, mais une élasticité générale selon laquelle l'espace devient un rythme de la durée. Est-ce que la raison, c'est que la chronobiologie ne considère que l'espace de la matière organique, celui où se déploie la vie,
c'est-à-dire un espace qui prolonge un corps vivant et donc un espace déjà animé. Nous savons que les organes maintiennent leur comportement. Pardon, Oui, juste il reste à peu près 3-4 minutes. d'accord. Voilà. Nous savons que les organes maintiennent leur comportement cyclique une fois séparés de l'organisme et donc l'activité rythmique est une propriété de tous les systèmes excitables. Ceci semble déjà nous éloigner un peu de ce que nous considérons la vie, n'est-ce pas? Un cœur séparé du corps qui l'irriguait est-il vivant? La réponse n'est pas évidente à mon avis, mais plus important, c'est le fait que bien que le champ de la chronobiologie ne puisse s'étendre jusqu'à la matière inorganique, évidemment, cette matière manifeste elle aussi des formes de synchronie et de désynchronisation. On a l'habitude de reconnaître les premières observations de ce phénomène dans les expériences de Christian Huygens, le physicien néerlandais qui, en 1865, montrait que deux pendules accrochées en même mur ont tendance à se synchroniser. Aujourd'hui, l'analyse de la synchronisation dans la nature concerne un grand nombre de systèmes et prend plusieurs formes. Analyse de la synchronisation de plusieurs circuits électriques, des vibrations de ponts par rapport à la marge, des faisceaux lumineux dans des systèmes d'optique, de la transmission de messages dans des systèmes informatiques. Les chronobiologistes ne peuvent voir dans toutes ces recherches que des images qui donnent à penser, des modèles à emprunter ou des hypothèses à interroger. Mais toutes ces observations, à mon avis, mettent en évidence que chacune dans son domaine, l'existence d'une élasticité dans la nature, n'importe comment les chronobiologistes considèrent ces phénomènes, il me semble que chaque science dans son domaine montre l'existence d'une élasticité dans la nature. Et de façon encore plus générale, la synchronisation ou désynchronisation des organismes ne se mesure-t-elle pas dans les cycles les plus observables de la nature, tels que la rotation de la Terre, la Lune, l'alternance des marées, eux-mêmes capables de synchronie et d'asynchronie. On pourrait concevoir la nature entière comme une immense horloge composée de horloges plus simples, un peu comme Spinoza concevait la nature entière comme un individu composé d'individus plus simples. Je laisse de côté, par des questions de temps, l'interrogation si ce temps et cet espace correspondent à ce que personne considérait le temps homogène. Il y a des arguments pour identifier ce temps de la chronobiologie au temps homogène. Évidemment, c'est un temps qu'on peut mesurer, un temps qu'on peut quantifier, mais ce n'est pas si simple que ça. Il s'agit d'un temps aussi hétérogène, d'un temps élastique, d'un temps complexe. Mais je veux dire, c'est dans la mesure où elle présuppose toutes ces données, tous ces traits de la durée que la chronobiologie présuppose dans un certain sens, que la durée fonctionne comme condition de possibilité de la chronologie et comme condition aussi pour l'interroger. Qu'est-ce que je veux dire? Il est vrai que la chronobiologie prend ses distances avec la notion d'homéostasie, ou au moins avec une notion trop stricte d'homéostasie, puisqu'elle se consacre à examiner justement les altérations régulières et irrégulières des variables physiologiques et comportementales. Cependant, elle considère ajuster la variable dans l'acrophase à récupérer sa position habituelle, et ses applications semblent orientées à réintroduire cet ajustement par rapport au décalage produit par le travail posté ou par le jet lag. Mais est-ce que nous devons ériger la synchronie en idéal de santé? C'est une question qu'il me semble la philosophie de Bergson permet de formuler à la chronobiologie. Certes, Bergson disait que ni la précipitation ni l'abandon sont signes de force dans le domaine de l'esprit, c'est le réglage, il écrivait, c'est toujours la précision de l'ajustement qui réclame un effort, mais ce réglage, cet ajustement, est inséparable des distensions et extensions qui le précèdent et le succèdent.
Strictement, ce n'est pas la santé qui s'exprime dans le réglage, c'est le plaisir, le soulagement. La santé, en revanche, implique la possibilité de se désynchroniser et se resynchroniser. Elle exige un jeu, une flexibilité, une souplesse. La liberté, par exemple, c'est de la santé. Or, il est vrai que peut-être la liberté s'exprime éminemment dans l'acte libre, dans l'instant de la décision, cet instant, mais cet instant est inséparable de toute la rumination qui le précède et de tous les futurs que cette décision ouvre par la suite. De même, la santé en général, elle aussi s'exprime peut-être de façon plus éminente dans le réglage et l'ajustement, mais nous ne dirions pas qu'un organisme en bonne santé, c'est celui qui ne peut pas tolérer les désynchronisations, qu'un organisme plus sain est celui qui récupère sa synchronie plus lentement. Au contraire, l'organisme sain est un organisme résistant, mais en même temps sensible, flexible, rapide. Quand Guilhem disait que la santé, c'est le pouvoir de tomber malade et de se relever, nous dirions, déclinant la définition, que la santé, c'est la capacité de se désynchroniser et se resynchroniser. Voilà pourquoi, avant d'ériger la synchronie en idéal, il me semble qu'il faut poser certaines questions, non pour les laisser sans répondre, mais pour construire une réponse variable et un idéal de santé adaptable à chaque organisme, à chaque cas. Dans quelles circonstances la synchronie est souhaitable? Quels sont les seuils de désynchronisation qu'un tel individu peut tolérer? Quand est-ce que la désynchronisation devient pathologique? Est-ce que le retard est un désordre de l'individu ou bien de la culture que le diagnostic et le juge? Sous certaines conditions, au lieu de poursuivre la synchronisation, ne faudrait-il pas chercher à élargir le spectre de la désynchronisation? Faut-il dépasser les limites de nos spectres temporels ou bien les s'assumer? Toute question que la philosophie de Bergson, me semble-t-il, permet de poser à la chronobiologie. Juste 2 mots pour conclure. La chronobiologie a d'une certaine façon le mérite d'avoir introduit le temps dans la biologie. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais disons la synchronisation et la désynchronisation. En tout cas, elle a conduit une science qui analysait les mécanismes et la localisation de phénomènes dans l'espace anatomique de l'organisme, a analysé leur développement dans le temps, leur synchronie et leur élasticité. Et ce faisant, elle a présupposé un temps que nous ne trouvons pas dans l'esthétique transcendantale, le temps divisible que Bergson appelait homogène, et peut-être un temps que nous trouvons dans la philosophie de Bergson. Or, si j'emploie ce vocabulaire conscient, ce n'est que par commodité. Bergson même le faisait quand il affirmait que la connaissance telle que Kant l'avait conçue n'était pas la seule connaissance possible, ou que l'intuition sensible et l'intuition intellectuelle ne sont pas les seules intuitions possibles. Mais l'épistémologie bergsonienne, me semble-t-il, est un peu plus respectueuse de la singularité des différentes disciplines et de leurs rapports. D'un côté, au lieu de penser que la philosophie devait fonder la science, Bergson considérait que la science et la philosophie, tout simplement, étaient 2 formes de connaissances différentes. Et d'un autre point, il a prévu la continuité entre la science et la métaphysique au sein d'une expérience intégrale, en estimant que les grandes avancées des sciences étaient le résultat d'une intuition. Et la chronobiologie est un assez bon exemple de ce dernier point, parce que d'un côté, elle a rendu obsolètes les tableaux de la biologie et de la médecine qui ne prennent pas en compte le facteur temporel, et il a aussi mis en évidence les différences individuelles qui font que les mêmes variables dans 2 individus se comportent de façon différente. Ainsi, la métaphysique telle que la concevait Bergson ne fonderait pas la chronobiologie, mais d'une certaine façon se prolongerait en elle. Cela dit, il me semble difficile de laisser de côté, dans l'épistémologie bergsonienne, un certain privilège accordé à la métaphysique. Quand on lit, par exemple, qu'elle élargit notre perception en profondeur, ou que l'expérience intégrale reçoit son nom, c'est bien la métaphysique qui est une expérience intégrale et non la science. Or, de quel droit seule la métaphysique approfondirait notre perception? Pourquoi un concept de temps pourrait intégrer l'autre? Pourquoi une conception du temps serait plus réaliste et moins abstraite si l'expérience répond à tous les deux? De mon côté, je crois qu'il faudrait dire plutôt que l'une et l'autre construisent le concept du temps à sa façon, et qu'aucune d'elles ne peut s'arroger ni la réalité, ni la profondeur. Chacune, je veux dire la perspective scientifique et la perspective métaphysique constitueraient une perspective différente sur le temps et sur la réalité de son élasticité. Et certainement, il y en a bien d'autres
pouvant elles-mêmes se superposer et se décaler. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à la chronobiologie, à la durée, à l'élasticité de la durée et au rapport entre les deux disciplines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel. Désolée de vous avoir un peu pressé sur la fin. C'était très riche. Est-ce que, qui veut ouvrir les questions? Déborah? Est-ce qu'on n'a pas ton micro? OK. Vous m'entendez? Parfait. OK. Bon, Axel, merci beaucoup. Moi, j'étais un peu fascinée avec cette présentation parce que je n'ai pas de connaissances sur la chronobiologie, mais je voudrais faire quelques commentaires. Il y a des questions dedans, on peut penser à ça. D'abord, je dirais, selon la fin de ton exposition, que la chronobiologie comme science, elle n'est seulement soutenue pour la métaphysique bergsonienne, comme elle les nourrit, je dirais. Parce que la métaphysique bergsonienne, elle n'est pas donnée un bloc tout entier. Elle est aussi une métaphysique qui progresse, qui est perfectible, etc. Et les sciences et les avancées des sciences lui donneront son repas, sa nutrition. C'est ça que Bergson préconisait ou disait, je pense. Donc, tu as donné un exemple parfait de comment cette progression de la science aussi peut profiter de la conception des durées et aussi donner des éléments pour la faire progresser et pour la diversifier. Deuxièmement, je voudrais te dire que cette idée d'emphasiser l'élasticité du temps et les rythmes, elle est très productive encore pour exploiter beaucoup la durée, la conception de durée et les rapports avec les sciences. Et ce que tu as parlé m'a fait penser que, en pensant l'espace comme une dilatation immense du rythme du temps, c'est-à-dire en faisant de l'espace le rythme plus lent du temps, on est dans la conception vraiment bergsonienne d'espace réel, parce que l'espace réel, c'est l'extension, ce n'est pas l'espace comme milieu homogène. Donc, on a cette question dans la philosophie de Bergson. Okay? Donc, c'est-à-dire que si on pense en termes d'extension de l'espace physique comme extension, c'est-à-dire il a des rythmes, il a de l'élasticité quand même. Et si on résout peut-être quelques problèmes que certains passages de la philosophie de Bergson sur l'espace nous donnent des conceptions un peu équivoquées sur l'espace. On doit faire cette différence. Et finalement, c'est un peu confus, mais c'est vraiment des choses qui me viennent à la tête. Qu'est-ce que c'est pour l'humain, pour l'être humain? Parce que ce que je pense, l'impression que j'ai eue, c'est que dans l'univers philosophique de Bergson, ce que les êtres humains peuvent faire avec les synchronies et la asynchronie, c'est quelque chose qui dépasse l'histoire des autres espèces. Et là, on tombe de nouveau à cette difficile question de qu'est-ce que c'est la différence anthropologique chez Bergson. Et la question est si tu penses que la chronobiologie nous donnerait peut-être plus d'éléments pour penser ça en général, hein, l'homme et l'animal, et Bergson, dans les contextes philosophiques de Bergson. Et merci encore pour la présentation. Non, merci à toi, Déborah. Encore une fois pour l'invitation et pour ces questions et commentaires.
tout à fait d'accord sur les deux premiers points. Je crois que la chronobiologie, effectivement, est un très bel exemple, un exemple très, très précis de ces poussées d'intuition que dans l'histoire de sciences font naître une nouvelle discipline ou une nouvelle branche ou marque un avant et un après dans l'histoire d'une discipline. Je veux dire un bel exemple de révolution scientifique, disons. Et tout à fait d'accord pour l'importance et la versatilité de la théorie des rythmes. Je crois qu'effectivement, sans celle, c'est très difficile à comprendre. Certains fragments, certains passages de personnes qui sont en effet ceux où ils portent le plus loin, c'est sa propre intuition, ses propres hypothèses. Par rapport au phénomène de synchronisation, de synchronie, je ne suis pas tellement sûr que je suis plutôt réticent à accorder un privilège de n'importe quel ordre à l'être humain sur les autres lignes évolutives ou même par rapport aux objets inorganiques ou techniques, peu importe. Au contraire, ce qui me semblait très riche, c'est de penser tout ça comme une métaphysique, c'est-à-dire de penser à la possibilité de la synchronisation et de la désynchronisation partout. Cela ne veut pas dire que elle se comporte de la même façon partout, mais disons, différence sans privilège. Bien sûr, il y a une conscience de ce phénomène, peut-être la possibilité d'une manipulation de ce phénomène un peu différente chez l'être humain, mais je veux dire, il y a une immensité d'exemples de synchronisation ou d'asynchronisation dans la chronobiologie des autres espèces aussi. Et il me semble que dans cette science de la synchronie qui est en train de se former avec des pièces de l'informatique, de la physique, de la biologie, il y a des exemples qui vont au-delà de la matière organique aussi. Mais j'improvise, il faudrait réfléchir à tout ça de façon beaucoup plus calme et avec plus de temps. Je pense que ce qu'il faut penser, je suis d'accord à peu près avec toi, mais je pense qu'il faut penser à la potentialisation qu'il l'être humain donne pour cette manipulation et modification des rapports d'asymétrie, synchronisation et asynchronisation, je ne sais pas, quelque chose. Mais ça m'a fait penser, c'est ça. Merci beaucoup. Et de ce point de vue, ce que je disais vers la fin, c'est qu'il me semble qu'il faut réfléchir sur une sorte d'idéal éthique ou de santé qui passe un peu de façon implicite, même dans les applications de la chronobiologie, où la synchronie est plus désirable que la désynchronisation, où la vitesse de la resynchronisation est plus désirable que la lenteur de la synchronisation, au lieu d'être un peu plus flexible, un peu plus aimable par rapport à la diversité des temps, de seuils, des vitesses, des rythmes, etc. Ouais. Merci beaucoup pour cette question, Déborah, très, très intéressante. Ça me donne moi-même plein de choses à penser, mais il y a d'autres questions. Marc, tu étais le premier. Merci Axel pour cette intervention fascinante. Je ne m'y connais pas en chronobiologie. Disons que je ne suis pas convaincu tout de suite qu'il y a une nécessité
de penser ou repenser la chronobiologie en termes bergsoniens. Et pour moi, en vous écoutant, vous avez abordé le problème en termes kantiens. Vous avez parlé d'une sorte de déduction transcendantale. Cette science requiert la pensée bergsonienne, une pensée bergsonienne de la durée. Ça, c'est une approche, mais vous avez dit aussi qu'on peut poser des questions, quelques questions à partir de l'œuvre de Bergson à la chronobiologie. Donc, pour l'éclaircir un petit peu, pour moi, est-ce que vous pourriez dire, c'est lequel? C'est une approche kantienne ou c'est juste quelques questions qu'on pourrait poser? Et la question me vient à l'esprit à cause du nom de cette science, en fait. C'est la chronobiologie. C'est chronos, c'est le temps mesuré. Et comment est-ce qu'on va du temps mesuré à la pensée bergsonienne? Et encore une fois, je ne m'y connais pas, donc il s'agit juste de l'éclaircir un petit peu plus. Mais merci. Non, merci à toi, Marc, pour ces questions qui vont véritablement au cœur de l'argument. Non, disons que la méthodologie kantienne n'était utilisée que par commodité, un peu comme Bergson même l'utilise pour exprimer ses idées. C'est un langage, c'est une langue que nous parlons tous et c'est peut-être plus facile pour exprimer certaines idées, mais je ne crois pas personnellement à une fondation de la chronobiologie grâce au concept du temps à partir d'une exposition transcendantale, disons. Je crois plutôt que chaque discipline construit le temps à sa façon, consciemment ou inconsciemment, volontaire ou involontairement, et qu'on peut chercher dans nos différents savoirs, dans nos actions, dans notre vie quotidienne, quel est le temps qui se construit un peu rétroactivement de différentes façons. Et il y a des concepts de temps qui coïncident avec d'autres concepts de temps et des conceptions du temps qui ne coïncident pas avec d'autres conceptions du temps selon le savoir ou l'activité considérée, que notre conception du temps, c'est un peu ce mosaïque, ce collage qui se produit un peu rétroactivement à partir de toutes nos activités. Cela dit, j'ai dû passer un peu rapidement sur ce point. Est-ce que le temps de la chronobiologie, comme son nom l'indique, est ce que Bergson appelait un temps homogène et non la durée? Il me semble que dans un certain sens, oui, indéniablement, je vais dire. Mais moi j'ai pris les grandes données de la chronobiologie. Si aujourd'hui on lit un paper des revues de chronobiologie, ce sont des expériments hyper mathématisés, sont des mesures de neurones. Donc, certainement, il s'agit d'un temps quantifiable, d'un temps divisible, d'un temps homogène. Mais si on définit le temps homogène de Bergson juste comme ce mélange entre espace et temps, ce concept hybride qui, du temps, ne retient que la succession, c'est-à-dire comme un temps divisible, homogène, mais successif, c'est-à-dire comme un espace où l'on substitue la simultanéité par la succession. En même temps, ce concept, il me semble-t-il, n'est pas suffisant pour expliquer quel est le temps que la chronobiologie présuppose, entre guillemets, ou pour expliquer quel est le concept du temps à l'œuvre dans la chronologie. Pourquoi? Par exemple, parce que les phénomènes de synchronisation ou de asynchronie
exige un temps complexe, un temps qui se compose par plusieurs séries de temps, qu'à son tour peuvent s'éloigner ou se rapprocher. Voilà pourquoi on appelle, on fait appel à cette élasticité. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas, pas le temps homogène tel quel. Certes, c'est un temps divisible, c'est un temps mesurable, mais en même temps, c'est un temps complexe. C'est un temps où les différentes séries de temps doivent pouvoir faire partie d'un même temps. Et ce temps ne peut se diviser sans changer de nature, donc dans un sens hétérogène, etc. Voilà. Et il y avait un autre élément dans votre question. Quelles étaient les questions qu'on pourrait poser à la chronobiologie à partir de l'œuvre de Bergson comme... C'était pas un autre élément, hein, c'était à peu près la même question posée autrement. Oui. Non, juste comme exemple, je disais qu'on pouvait faire appel à la continuité de la durée, c'est-à-dire au fait qu'un moment du temps renferme en soi son passé et son futur pour poser la question qui interroge sur les bontés, disons, de l'ajustement, du règlement, de la synchronicité. Non seulement dans la chronobiologie, il me semble que parfois il va de soi que la santé, la vitalité, la force est associée à la synchronie, qu'il faut synchroniser qu'il faut songer à une harmonie parfaite de nos différentes séries temporelles. Et l'avantage de la philosophie bergsonienne sur ce point, il me semble que c'est de nous rappeler que c'était ce moment de coïncidence entre différentes séries temporelles qu'on appelle la synchronie n'est pas du repos par rapport au mouvement. Il est lui-même un moment de tension. Ce n'est pas de la distension, de l'extension, mais c'est de la tension. C'est-à-dire, c'est un moment enrichi par tout son passé et qui va produire tout un futur. Donc, voilà un exemple de questions qu'on pourrait poser à la chronobiologie et à la valeur accordée à la synchronie à partir de la philosophie de Bergson que, je le disais un peu comme ça, bon, je me servais de la phrase de Canguilhem pour le dire, mais je crois que elle peut s'appliquer très bien à la philosophie de Bergson, que la santé, c'est la possibilité de se désynchroniser, se resynchroniser. Et non pas cette idée d'une synchronie parfaite que Bergson penserait plutôt comme éternité de mort et non éternité de vie. Voilà. Merci. Non, à vous. Merci beaucoup. On a un peu débordé, mais Bruno, une dernière question. Est-ce qu'on a du temps? Non? On déborde. Non, j'ai une question. Merci, Axel. C'était magnifique. Mais je ne sais pas si tu connais les travaux d'Eugène Minkowski, qui était un psychiatre, oui, bien sûr. Voilà, qui a essayé de faire une psychopathologie du point de vue du temps, inspiré par Bergson. Et donc, je vais peut-être te demander si tu penses qu'il a réussi à faire une chronopathologie, plus ou moins. C'est un bon projet qui je ne sais pas s'il y a des relations avec ton projet, avec le projet de Minkowski. Et aussi, pour retourner à la question de Déborah sur la place de l'homme, parce que chez Minkowski, la perspective, c'est toujours du point de vue du sujet. Donc, ce n'est pas une question de temps du sujet et de temps de la nature, mais c'est plutôt une question de la culture entre des dents du sujet.
C'est toujours cette expérience, disons, transcendantale de l'expérience de temps. C'est ça sa question, la question de Minkowski. Et peut-être ça, je ne sais pas, ça pose, lui, loin de ton projet. C'est ça la question. Merci encore. Non, merci à toi. Oui, à mon avis, le projet de... je ne suis pas au courant de l'actualité de le projet de Minkowski dans la psychopathologie. À mon avis, bon, il est clair que ce n'est pas une des grandes lignes de recherche. Mais à mon avis, effectivement, dans la psychopathologie de Minkowski, il y a des éléments très, très riches pour confronter, pour interroger, pour nourrir notre psychologie actuelle, notre psychanalyse actuelle. Il y a un point que Minkowski a fait très, disons, très rapidement dans l'histoire de la réception du personnisme, c'est de faire aussi une métaphysique de l'espace. Bon, c'est beaucoup plus développé dans la Daseinsanalyse de Binswanger, l'aspect espace, mais Minkowski a tout un chapitre dans Le temps vécu, si je me souviens pas mal du titre, consacré à l'espace aussi. Et finalement, sur votre dernière remarque, cette notion de contact vital avec la réalité, c'est ce qui ouvre le sujet au monde. Il y a la notion fondamentale de la psychopathologie de Minkowski, c'est-à-dire cette notion de contact vital avec la réalité. Une fois de plus, pour le dire, c'est par commodité que je le dis comme ça, mais c'est une notion qui présuppose la théorie de rythme, c'est une notion qui présuppose la synchronie ou la désynchronisation du sujet avec l'environnement. Et de ce point de vue, maintenant, je ne me souviens pas très bien, il faudrait refaire l'analyse, mais il se pourrait que cette notion de contact vital avec la réalité, une fois de plus, privilège la synchronie au désordre. Disons, regarde par rapport à ce point, il me semble, est un peu plus moderne. On fait des pathologies de simples structures d'existence. Mais une fois de plus, j'improvise, il faudrait revoir tout ça dans le détail. Merci. Je pense que, étant donné qu'on a déjà un quart d'heure de retard, on va boucler la session. Merci pour ceux qui sont restés pour le quart d'heure de plus. Mathilde, avant de finir, je voudrais seulement, j'ai oublié de présenter Mathilde et Paulo César dans le début. J'ai fait gaffe, mais bon, je m'excuse. Je voudrais faire une petite présentation de Mathilde avant de finir cette séance. Elle a juste soutenu une thèse sur Bergson et la théorie de l'évolution à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès. Elle est actuellement attachée à l'enseignement et à la recherche de l'Université de Lille. Et aussi, elle a dirigé récemment un très beau numéro de la revue Parésie sur Bergson et vitalisme. Donc, c'est en ligne, je pense, j'imagine, c'est ça, hein? C'est sur l'Internet. Et Paulo César, je ne sais pas s'il est là. Ah, il est là. Il est professeur à l'Université Estadual Paulista, Unesp. Il a publié, et ça c'est important aussi, un livre sur Bergson qui s'appelle Introdução à philosophie de Bergson. C'est une introduction en portugais. Donc, c'est ça. Et je veux bien lire ta thèse, Mathilde. Donc, j'espère qu'on publie bientôt. Et j'ajoute, elle a écrit des merveilleux articles sur la relation de Bergson à Darwin. Voilà. Voilà. Pour tout ce qui est intéressé, oui. Merci beaucoup. Du coup, je clôt cette session. Je crois que ça reprend.